Tu as donc rencontré Sugano grâce à tes compétences d'interprète, notamment. Tu étais assez proche de lui. Est-ce que tu peux nous évoquer sa personnalité, son travail, l'influence qu'il a eu sur toi? Ah oui, ça a été vraiment très très important. En fait, donc, Sugano Sensei avait séjourné pendant 11 ans en Australie. Sa femme, il avait connu sa femme, qui était australienne, mais avait passé du temps au Canada, parmi le groupe de tous les anglophones qui étaient au Japon, donc les Australiens, les Néo-Zélandais, et beaucoup, mais aussi des Américains. Et il me disait que finalement, quand il était à l'Aikikai, il passait plus de temps avec eux qu'avec ses amis japonais. Parce qu'en fait, il était vraiment, ça l'intéressait, la différence. Et alors, au niveau de la personnalité, en fait, il était, je veux dire, il était presque, il était en retrait, dans le sens qu'il ne voulait jamais déranger, et ça pouvait passer pour une forme de timidité. Donc, tout à l'heure, je disais, quand il avait à parler en public, il y avait toujours une sorte de raclement de gorge comme ça, avant de prendre, c'était son élan, même pendant un cours. Donc, c'était particulier, c'était quelqu'un qui ne s'imposait pas. Il avait une présence physique remarquable, mais il n'en abusait jamais. Il était assez différent des autres Japonais pour 2 ou 3 traits de caractère. Les Japonais sont, d'après moi, ceux que j'ai rencontrés, où ils sont extravertis et ça donne des personnalités qui vont, comme Maître Tamura ou surtout Chiba ou Kanetsuka, qui vont en société, par leur statut de Japonais, ils vont prendre de l'espace. Ou alors ils sont plus timides et plus en retrait. Et Sugano Sensei était particulier parce qu'il était un peu des deux, mais probablement parce qu'il avait appris à vivre aussi, puisque quand il s'est marié avec cette Australienne et qu'il est parti en Australie, il a aussi dû s'adapter. Il a fait des odd jobs, des métiers à côté pour survivre. Mais en fait, il avait une caractéristique dont je parlais tout à l'heure. C'est un des rares Japonais que j'ai vu ne pratiquement jamais boire d'alcool. Et c'est quand même assez remarquable parce que j'ai connu des Japonais dans les arts martiaux, mais en dehors des arts martiaux, j'ai eu plusieurs amis japonais. Ils tous appréciaient l'alcool, quoi. Que c'était du saké ou de l'alcool de prune ou des choses comme ça. Pratiquement tous, ça ne veut pas dire qu'ils étaient alcooliques du tout, mais ça voulait dire que quand il y avait à boire un alcool, ils le prenaient volontiers. Et j'ai vu, pratiquement, je n'ai jamais vu Maître Sugano, la seule fois où je le voyais boire, il trempait poliment ses lèvres dans un verre et il le reposait. Il était bien élevé, il avait compris que ça comptait en France de boire du vin ou des choses comme ça. Et alors, c'était aussi un point positif pour moi, comme je l'accompagnais systématiquement. J'étais son otomo pendant 9 ans, donc son accompagnateur traducteur. Et en fait, chaque fois qu'on lui offrait des bouteilles de cognac, de vin millésimé, de choses comme ça, à la fin du stage, il me tendait la bouteille de vin, de cognac ou quoi que ce soit et que je récupérais. Donc en fait, ça avait un côté... il était généreux, mais en fait, il me disait, mais tu t'en feras un meilleur usage que moi, quoi. Donc, non, il était vraiment... mais vraiment une personnalité attachante. Il y avait un trait caractéristique qui était qu'il était très proche de Maître Tamura. Il avait été Uchideshi sous la tutelle de Maître Tamura. Et en fait, pour lui, j'étais un élève de Tamura Sensei. Et donc, il me prenait comme partenaire, mais beaucoup moins souvent que j'aurais voulu. Par contre, quand il passait, donc je faisais l'interprétariat, quand il passait dans les groupes, très souvent, il n'avait pas besoin de moi en tant qu'interprète, parce que c'était plus corporel le message. Et donc là, je pouvais bénéficier. Puis sur les années, puisqu'en gros, quand il est arrivé, il s'est fixé en Belgique. Et puis au début, il était, en tout cas pendant plusieurs années, il est venu quasiment tous les mois à Paris pendant l'année. Donc tous les mois, je le retrouvais à la gare du Nord et on passait le week-end entier ensemble. Et plusieurs fois, selon la méthode japonaise, on allait dans un endroit, parfois c'était à l'extérieur de Paris, et on lui prenait un hôtel près du dojo pour qu'il n'y ait pas trop de trucs. Et très souvent, c'était des chambres avec 2 lits ou 3 lits, et à chaque fois, il me disait, mais tu restes, tu dors. Le fait que donc il t'a toujours considéré comme un élève de Tamura Sensei, tu disais. Ouais. Et ça m'a aidé beaucoup, parce qu'en fait, le travail de Sugano Sensei, à 90-95%, c'était un mélange du travail de Tamura Sensei et de Tohei Sensei. Et comme Tohei Sensei avait été aussi le formateur de Maître Tamura, il tenait le dojo de l'Aikikai conjointement avec le fils de Yoshiba Morie, Kishomaru. Donc en fait, de suivre comme ça très régulièrement Sugano, en plus j'étais forcément
attentif, puisqu'il fallait que je traduise, que j'explicite. Et donc, quand j'avais des questions que je me posais, je ne les posais pas généralement en public, mais quand on allait au restaurant avec Sugano Sensei, puisque à chaque fois il fallait bien manger, je posais à ce moment-là les questions. Et donc, ça me permettait de compléter. En fait, il y a des éléments techniques, des éléments de formation que Tamura Sensei mettait à notre disposition de manière discrète. En fait, je n'osais pas les poser ces questions-là à Maître Tamura. Lui, il était en France, il parlait français, ça mettait une sorte de distance que je n'osais pas franchir. Je n'étais pas vieux non plus, hein, donc ça prend un petit peu de temps à franchir cette relation, ce cap de relation. Mais avec Sugano Sensei, ce n'était pas la même chose, puisqu'on était tout le temps ensemble et que j'étais constamment susceptible de répondre à des questions que posaient les gens pour lui. Donc en fait, je continuais en dehors. Donc ça, c'était vraiment agréable et on a beaucoup parlé du Japon. On allait tout le temps manger, on avait des habitudes après. Quand il venait à Paris, on allait manger dans un restaurant populaire à Opéra, japonais, mais populaire, où on mangeait de la soupe traditionnelle, où il y avait des concours. On avait des gros bols. Si on en mangeait 2, on avait le 3e gratuit, enfin des choses comme ça. C'était amusant. Puis c'était vraiment les Japonais qui travaillaient à Paris. Donc des cuisiniers, donc le commun des mortels. Et c'était vraiment intéressant parce que, semblant de rien, il me signalait des éléments de repère. Et le dimanche, quand on avait fini le stage, systématiquement, on allait dans un restaurant japonais à côté, qui était nettement plus luxueux. Et il n'a jamais voulu que le repas... Il m'offrait systématiquement le repas de clôture du stage. Ça, c'est une démarche qui m'a marqué, quoi, parce que je ne savais pas trop quoi faire. En fait, la Ligue aurait pu payer. Hein, je lui disais tout le temps, il dit « Non, c'est cadeau personnel ». Donc, il était vraiment... c'était une belle personne. J'ai des souvenirs les relations sont quasiment devenues des relations presque amicales avec lui. Une année, 1 ou 2 ans avant qu'il parte vers New York, je l'avais invité, il est venu faire la fête pour le Nouvel An. Il est venu en train, donc on l'a accueilli à la gare, il a dormi dans la maison des amis, on a fait la fête de Nouvel An avec lui, quoi. Il était intéressé de voir comment ça fonctionnait. Il était extrêmement ouvert. Quand il est arrivé à New York, donc il s'était inscrit au club d'escrime de l'université de New York parce que ça le travaillait et qu'il avait une réflexion constante sur ce qui se passait. Il était très très ouvert aux disciplines périphériques, la baïonnette, oui, mais aussi le tir aux armes de poing. La plupart du temps, la carabine, les gens faisaient ça après la guerre, mais enfin, il avait essayé plein de choses. Et en plus, quand il était arrivé en Australie, il avait aussi eu tout un tas d'ouvertures. Il était curieux de tout. Vraiment, c'était... et malheureusement pour lui, en fait, il a... Même s'il était réputé parmi les Japonais, et Germain me rappelait tout à l'heure qu'une fois, son Uchideshi, qui l'a suivi aux États-Unis, qui est devenu américain, qui représente vraiment l'école de Sugano, quand il s'appelle Gentil Penevart, quand Gentil Tamura avait tendu un verre à l'Uchideshi et qu'il avait remercié, Tamura Sensei disait « Ah bah t'es comme l'autre alors ». Et c'est vraiment comme ça que Sugano Sensei était perçu. C'est un Japonais qui ne boit pas. Et donc, par contre, il ne fumait pas non plus, alors que la plupart des Japonais dans les années 70 fumaient comme des sapeurs, à des degrés divers, le cigare, la cigarette. Tamura Sensei, à un moment donné, il avait compris que c'était toxique, il s'était mis à fumer des bidis, des sortes de petites demi-cigarettes. Voilà, c'est ça. Donc, mais Sugano, jamais. Il avait une vie saine, et pourtant, il buvait du coca à la place de toute autre boisson. Malheureusement, ça a probablement participé au fait qu'il ait eu un diabète qui se soit révélé, qui l'ait amené à avoir une jambe amputée en dessous du genou, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à diriger des stages de par le monde. 2-3 mois après, il était de nouveau sur le tapis. Il avait eu une première prothèse qui était plutôt un test, puis une deuxième prothèse, parce qu'il faut que ça soit cohérent au niveau de la connexion entre l'embryon de jambe qui restait et la prothèse. Et beaucoup de gens ne voyaient pas qu'il lui manquait une jambe. Donc c'était assez impressionnant, la capacité d'adaptation qu'il avait mis en œuvre. Mais bon, ça n'a pas empêché le diabète de continuer, et c'est ça qui l'a tué à la fin.